Les environs de Dali offrent de nombreuses visites, comme ce petit village baie où vous craquerez certainement pour une nappe. Réalisée avec la technique du bâtiment, elle sera du plus bel effet sur votre table. La route qui traverse les rizières nous mène ensuite aux 3 pagodes de Chonsgen. Au pied du sommet Chonsdemonkashan, à 1 km au nord-ouest de la vieille ville de Dali, ces 3 pagodes sont un emblème de la longue et brillante histoire de la ville. La plus haute des 3, d'une hauteur de 70 mètres, fut construite en 836 après Jésus-Christ. Son architecture est typique de la dynastie des Tang et se compose de 7 niveaux en pierre. Les 2 autres pagodes sont du même style, hautes de 42 mètres. Elles se composent de 10 niveaux. Comme à Pise, l'une penche légèrement, souvenir d'un tremblement de terre en 1997. Un séjour à Dali n'est pas complet sans la visite des 3 pagodes. Reprenons la route, encore des rizières, avec des images cartes postales. Des hordes de paysans travaillant à la main, le climat et l'abondance de l'eau permettent de cultiver le riz toute l'année. On sème, on laboure, on repique et enfin on récolte. Pas de machine mais des idées. Comment récupérer le grain sans trop de fatigue? C'est simple, étaler les gerbes sur la route et laisser les voitures et camions faire le travail. Ingénieux, non?
Il est facile de rejoindre le lac Héré, situé à quelques kilomètres de Dali. Enfin, pour votre chauffeur, car les indications sont inexistantes. Un groupe de jeunes femmes de la minorité B vous accueille en costume traditionnel. Un petit orchestre vous accompagnera jusqu'au rivage du lac Héré, dont le nom signifie en chinois « la mer en forme d'oreille ». Il s'étend sur une superficie de 250 km² et donne l'impression d'un croissant entre la montagne Kachin et la ville de Dali. Insolites ces barques qui nous attendent, avec perchés comme des sentinelles, des cormorans. Durant des siècles, ces oiseaux ont été l'aide précieuse des pêcheurs. Un seul cormoran permettait, par sa pêche, de nourrir toute une famille. Aujourd'hui, la plupart des pêcheurs se sont débarrassés des oiseaux, faute à la diminution importante des prix. Les Japonais ont même voulu racheter tous les cormorans. Le gouvernement a mis son veto et a offert aux pêcheurs des subventions pour créer une entreprise touristique. Nous pouvons donc toujours profiter de ce spectacle insolite. Aku biểu quan thế rồi. Cắt từ lơ là cắt từ lơ. Chết từ lơ. Chết từ lơ. Có từ ra từ bên này. Nghe số dễ to được không? Cái này结束了哟。鱼的在嘴唇呢尖尖的，像个钩子。它捕鱼的时候呢，就是用在嘴唇这个尖尖的钩子呢，紧紧的勾住它的头部和腮部。那头部呢是鱼最致命的地方了。好什么鱼吧？哎，看来你们平常不喜欢吃鱼啊，这边是一条大鲤鱼啊。哎，对了，要是你们的加油声音越大，那鱼你捕到的鱼也就越大了。看它紧紧地勾住这条鱼后洞口，如果它坚持到最后的话呢，主人会给它奖励的。但是最多的鱼呢就是鲤鱼了，所以呢，一般鱼捕到的呢也是鱼的多。
Avec la lumière du soleil, l'eau pure du lac, les monts Kashan qui s'y reflètent, c'est le site incontournable de Dali. Dali est une cité vieille de 600 ans. Fondée en 1383, elle est entourée par des remparts et traversée par un tissu de ruisseaux descendant des monts Kashan qui dominent la ville. On entend le murmure de l'eau et on voit des fleurs dans toute la ville. La rue Yongren, la rue des étrangers, au surnom significatif, est située au cœur de la vieille ville. Et c'est le rendez-vous des touristes. On y trouve des dizaines de cafés, restaurants et boutiques de vêtements. Le commerce s'étend même sur les trottoirs de cette rue piétonne. On peut y acheter ces plantes étranges dont on cherche toujours le nom, mais qui s'est bien adapté chez nous. La vieille ville est réputée comme le paradis des routards en Chine. Certains y restent plusieurs mois, voire des années, pour étudier la fascinante culture de la minorité B, ou apprendre le kung-fu dans les temples des monts Kashan. On a aussi goûté au gâteau local. Une ingénieuse machine les fabrique à la chaîne. Les maisons en pierre, aux toits de tuiles grises et aux portes et fenêtres ornées de dragons et phénix, renferment des cours aux jardins variés et donnent une atmosphère paisible à la ville. À proximité d'une des portes monumentales, des lycéennes en uniforme se restaurent. On est toujours étonné de la capacité des Chinois à manger à toute heure et n'importe où. Les marbres des montagnes Kashan, véritable don de la nature, est certainement l'un des plus beaux du monde. Ils servent soit de matériaux de construction, soit pour fabriquer des objets d'art, donc un souvenir idéal. De fait, ces marbres sont si célèbres que le mot marbre se dit littéralement en chinois pierre de Dali, Dalichi.
Dali est aujourd'hui l'une des principales destinations touristiques du Yunnan, à mi-chemin entre Kunming et Linjian. Elle constitue l'un des lieux majeurs lors d'un voyage en Chine, où il fait bon se reposer, se relaxer pendant quelques jours. Située exactement au centre de la vieille ville de Linjian, la place du marché n'est vraiment pas difficile à trouver. Il y a toujours de nombreuses personnes âgées de la minorité Naxi qui jouent aux cartes ou dansent. Linjian a été construite sous la dynastie des Nansong il y a maintenant 800 ans. A toujours représenté un centre important pour le commerce et l'échange des cultures entre les Naxi, les Tibétains et les Han, car situé idéalement entre le Sichuan, le Tibet et le Yunnan. C'était aussi une étape clé sur l'ancienne route du thé et des chevaux. Les maisons d'habitation sont le plus souvent à 2 étages, d'une hauteur de 7,50 m environ, plus rarement à 3. Leur structure de base, assise sur des fondations en pierre, est à colombage. L'ossature de bois étant généralement remplie de briques de terre crue au rez-de-chaussée et de planches aux étages supérieurs. On trouve dans les ruelles une multitude de boutiques vendant toutes sortes d'art traditionnels chinois, peintures, objets en cuivre, produits faits main, accessoires et bien sûr nourriture, mais aussi des objets décorés avec l'écriture hiéroglyphe Naxi, l'écriture Tongba. Plusieurs orchestres traditionnels Naxi revivent depuis quelques années, après une longue parenthèse due certainement à la révolution culturelle. Certains musiciens ont plus de 90 ans, mais la relève semble assurée. Cet héritage culturel a été conservé par les Naxi depuis l'invasion de Kubilai Khan au XIIIe siècle. Quittant la ville, il laisse la moitié de son orchestre militaire et des dizaines de partitions de musique, dont 22 compositions originales ont traversé les siècles jusqu'à aujourd'hui.
Passer les portes de la ville, c'est comme revenir plusieurs siècles en arrière, avec les ruelles pavées et les nombreux ponts. Il y en aurait 354, passant par-dessus les canaux clairs remplis de poissons rouges, considérés comme porte-chance par les visiteurs. Une ancienne demeure restaurée abrite un hôtel. De plus, le propriétaire parle très bien le français. Il a passé plusieurs années en Suisse. L'autre est peut-être mieux que les rayures blanches avec ton mesure. Au détour d'une ruelle, on croise un mariage en costume traditionnel, très bruyant. Les tambours ont pour objet de faire fuir les mauvais esprits. Où se rassemblent les eaux de plusieurs dizaines de sources de montagne. Le parc est un lieu très fréquenté par la population. On y vient pour dessiner, se relaxer ou faire du sport.
un artiste réalise devant vous de superbes tableaux avec comme seul outil ses doigts. En décembre 1997, la vieille ville de Linjiang a été officiellement inscrite sur la liste de l'héritage culturel mondial de l'UNESCO. Situées à 60 km au nord de la ville de Linjiang, les gorges du Saut du Tigre sont un canyon sur le fleuve Yangtze. D'environ 16 km de long, les gorges livrent passage au fleuve entre deux sommets de plus de 5000 mètres, en une série de rapides encadrés par des escarpements abrupts de 2000 mètres de hauteur. Le fleuve chute de plus de 100 mètres. Les gorges prétendent au titre de canyon de rivière le plus profond du monde. Leur nom se réfère à la légende qui raconte que, pour échapper à un chasseur, un tigre sauta par-dessus le canyon en son point le plus étroit, tout de même entre 25 et 30 mètres de large. Les gorges ne sont pas considérées comme navigables. Au début des années 80, 4 téméraires en tentèrent la descente en rafting, mais personne ne les revit. Le site a été aménagé avec des escaliers et des plateformes, afin d'admirer sans risque la puissance du fleuve. Les habitants de la région sont d'origine Naxi. Leurs moyens de subsistance principaux sont la production de céréales et les touristes. En effet, si la descente est facile, certains préfèrent la chaise à porteur pour le retour. Espérons que le projet de barrage hydroélectrique qui ferait disparaître ce site unique au monde ne verra jamais le jour. Chaturaya
Notre chauffeur semble très à l'aise dans cette montée vers Shangri-La depuis Dali. Et ça grimpe fort pourtant. Un arrêt s'impose proche d'un tout simple stupa en pierre pour admirer les montagnes, mais aussi pour faire quelques achats. Un petit abri au bord de la route et sur l'étal des noix, des noisettes, différentes des nôtres, mais qui ne demandent qu'à être croquées. Un petit encas, bien utile, avant de visiter à environ 50 minutes de Shangri-La, le parc national de Phuda Kuo. Créé en 2007, il couvre presque 1300 km². Un sentier aménagé permet une balade sur le bord du lac Choudou. Des yaks plaisent tranquillement, des rhododendrons, des azalées colorent la forêt. Un endroit d'une grande quiétude, malgré pas mal de tourisme, essentiellement des Chinois, et parfois bien bruyants. Attention quand même, nous sommes à plus de 3000 mètres. Il fait frais et certains pourraient souffrir du manque d'oxygène. Les Chinois adorent se promener avec des petites bombes à oxygène. Sait-on jamais? La région du parc recèle plus de 20% des espèces endémiques de Chine, sur une superficie de 0,7%. dont de très rares et belles orchidées, et des îles de l'Himalaya, un conifère dont les extraits sont utilisés en médecine contre le cancer. L'implantation humaine dans cette région remonte à plus de 3000 ans. Le second lac, Bitahe, est perché à 3500 mètres. Entouré de forêts denses de feuillus. Il vous faudra choisir pour retrouver le bus du parc entre la marche à pied 2 km ou prendre un petit bateau. Mais il existe aussi la possibilité de faire une randonnée à cheval. L'entrée du parc, située au Visitor Center qui offre boutique et restaurant, est payante, 190 yuan. Elle inclut le transport en bus vers le lac et le retour.
Située à quelques kilomètres de Linjan, Paisha fut la capitale du royaume Naxi jusqu'à ce que Kabilé Khan, le petit-fils de Gengis Khan, le rattache à l'empire Yuan au XIIIe siècle. On y visite le palais d'Abaoji pour découvrir des fresques très endommagées peintes au XVe et XVIe siècle. Les thèmes tibétains, taoïstes et bouddhistes se mêlent sur des dessins réalisés par les artistes Naxi, Han et tibétains. Surtout, visitez l'école de soirée. On reste sans voix en observant le travail des brodeuses. Une aiguille, des brins de soie, de multiples couleurs, et avec du temps, de la patience et une technique ancestrale, elle crée des tableaux qui semblent vivants. One time, but we finish it. After finish it like this one. Yeah, double. Dans un hangar, d'anciens paysans ont reconstitué un orchestre traditionnel Naxi, avec ses mélodies et ses instruments originaux. Dans la rue principale, de nombreux restaurants proposent des spécialités. Paisha est resté le petit village qu'il devait être du temps de Kabilé. La visite du souk Yunan peut se faire en 4-5 jours. Voiture, chauffeur et guide. La visite du souk Yunan peut se faire en 4-5 jours. Voiture, chauffeur et de mon dos de vous arrêter au jour de marcher dans un des nombreux villages qui jalonnent pas lors de mon dos de vous arrêter au jour de marcher dans un des nombreux villages qui jalonnent à marcher entre les étals. Vous serez les seuls occidentaux à marcher entre les étals. Qui refuse rarement que vous les photographiez au film. L'accueil des habitants est très sympathique. Qui refuse rarement que vous les photographiez au film.
Profitez pleinement de cette immersion dans la vraie Chine, loin des buildings et des embouteillages des métros. Profitez pleinement de cette immersion dans la vraie Chine, loin des buildings et des embouteillages des métros. Le village de Xingmeng. Ce village est situé à 15 km à l'ouest de la ville de Tonghe, à mi-chemin entre Jianshui et Kunming, au pied de la montagne Pengguan. Ce village est unique car il est le seul village mongol préservé à l'intérieur du Yunnan. Ces Mongols sont les descendants de la troupe de Kublai Khan sous la dynastie des Huan. En 1253, après la conquête de Yunnan, les soldats restèrent et vécurent en harmonie avec les populations locales. Ils gardent depuis 750 ans traditions, vêtements, danses, coutumes et gastronomie. Leur langue, qui s'apparente au langage mongol, est seulement comprise par les quelques 5000 habitants de ce village. Les maisons sont en pisé, mélange d'argile et de végétaux. Les Mongols vivent grâce à la culture des légumes. Ce village original du Yunnan attire de plus en plus les visiteurs du monde. Jianshui est une très ancienne ville de garnison, puisque son histoire militaire remonte au XIIIe siècle. Elle contrôlait la route de la soie. C'est une des plus belles villes anciennes, 210 km au sud de Kunming. Si Jianshui ressemble au premier coup d'œil à n'importe quelle ville chinoise, une balade dans l'ancien quartier vous plongera au cœur d'un véritable village préservé. Le marché vous fera découvrir une multitude de légumes, de fruits, de viandes et une diversité étonnante de produits.
Dans une boutique de thé s'impose. Vous découvrirez le thé sous une forme inconnue en Europe, des galettes. Vous ne résisterez pas à l'invitation de déguster un thé, un cérémonial qui vous enchantera et titillera vos papilles de saveurs inconnues.北京市餐厅质量监督所验收的合格餐厅。 Qianshui est une étape idéale entre Kunming et Yuanyang. Si vous passez une soirée à Qianshui, n'hésitez pas à chercher un petit restaurant dans le quartier ancien. On a trouvé celui-ci très sympathique. La chef s'active devant nous et cuisine sur des tables chauffantes. Le choix des plats est très varié. Historiquement, sur la route de la soie, la cuisine du Yunnan est une mix des cuisines des Chinois et de nombreuses minorités ethniques du Yunnan. Beaucoup de plats sont assez épicés et le champignon figure en bonne place.
croiser les bras. Avec dextérité et sourire, la cuisinière vous confectionnera pour quelques euros un délicieux repas. Ensuite, vous pourrez flâner dans les rues piétonnes et faire quelques achats. Les boutiques ferment très tard. La forêt de pierre est une des merveilles du patrimoine naturel du Yunnan. Elle consiste en un ensemble de roches karstiques du calcaire gris. Ces formations rocheuses se caractérisent par une concentration de roches peu élevée aux formes fantastiques auxquelles les Chinois attribuent toutes sortes de superstitions et légendes. Le parc de la forêt de pierre compte 80 hectares au sein d'un ensemble géologique de 26 000 hectares, comprenant hôtels, restaurants, magasins. Le parc abrite également un village de la minorité Sami, tibéto-burmais. Ces aiguilles rocheuses de 5 à 30 mètres sont de véritables curiosités de la nature. Elles sont dues à l'érosion du vent qui sévit depuis plus de 200 millions d'années.
visite consiste en un parcours aménagé autour de piquants rocheux et formes évocatrices et mots poétiques, comme la femme attendant son époux, ou encore le chameau chevauchant l'éléphant, auxquels sont attribuées toutes sortes d'histoires et de superstitions. L'un des pics représente Ashima, l'héroïne nationale, incarnant toutes les vertus de la femme saine. D'après la légende, un ogre désirait qu'Ashima épouse son fils, mais celle-ci refusa. En conséquence, l'ogre la kidnappa. Le frère d'Ashima vint la sauver des griffes de l'ogre, qui pour l'empêcher de fuir provoqua une inondation qui fut mortelle pour Ashima. L'âme de cette dernière se serait alors réfugiée dans le rocher qui porte depuis son nom. La découverte se termine sur un pavillon en hauteur qui offre une vue magnifique panoramique sur l'ensemble de la forêt de pierre. Chaque année, au mois de juillet, les familles se réunissent sur ce gigantesque site afin d'y célébrer le Festival des Torches, une fête traditionnelle. La visite prend de 2 à 3 heures si vous voulez visiter à votre rythme la forêt de pierre. Site très connu des Chinois, il y a beaucoup de monde à n'importe quel moment de la journée, et surtout l'après-midi. Nous vous conseillons de partir tôt de Kunming, situé à 80 km environ, pour effectuer la visite, et ceci hors du week-end. Sali et regardez le sommet qui ressemble à la tête d'une femme. Qui regarde au loin en levant un peu la tête. 看见没？真个着急看，去这个地，看见没？ Yuanyang n'a rien d'extraordinaire, mais par contre le marché est un vrai régal. Cette ville fait partie de ces rares bourgs de Chine où l'on peut voir des femmes des minorités Han, Miao, Yi et Yao en costumes traditionnels. Elles viennent des villages des environs pour vendre leurs marchandises. Le marché est haut en couleurs, grâce aux costumes des minorités et aux divers produits proposés, herbes, tabac, étoffes, viande, tofu, fruits, etc.
La ville vit au rythme de ce marché qui a lieu tous les 5 jours, jour du singe, du dragon et du rat, donc basé sur le calendrier lunaire. Achetez un calendrier chinois pour faire correspondre vos jours de visite et ceux du marché. Yuanyang est perché à 1800 mètres. Il peut donc y faire très frais suivant les saisons. Et surtout, brume et pluie sont très souvent au rendez-vous. Vous logerez certainement à l'hôtel Yunti, qui se trouve au cœur de la vieille ville, face au marché, et qui offre un confort très respectable. Les rizières en terrasse de Yuanyang s'étendent sur une superficie de 11 000 hectares au sud de la rivière Rouge. La ville de Yuanyang, située à 1800 mètres d'altitude, se trouve au milieu des rizières en terrasse, aménagées depuis plusieurs siècles. Autour de la ville, les rizières s'étagent sur plus de 2000 mètres au flanc des montagnes. Elles sont les plus anciennes de Chine. Elles sont l'œuvre des Han et des Yi, minorité ethnique surnommée les sculpteurs de montagne pour leur habileté à drainer et labourer la moine perselle. La minorité Han habite entre 1400 et 2000 mètres d'altitude. Le climat est doux, la température moyenne est de 15 degrés, il pleut en abondance et le soleil brille 1670 heures par an. Ce lac convient donc très bien nourri. Il y a 1200 ans, les ancêtres des Han commencèrent à défricher des terrains cultes et construire des terrasses et plus de 4600 canaux d'irrigation. Les pentes des rizières en terrasse varient de 15 à 75 degrés. Une rizière peut alors posséder 3000 terrasses, mais c'est quand même rare et incroyable. Ces rizières offrent le panorama le plus spectaculaire entre décembre et mai, quand elles sont gorgées d'eau. Les rizières sont sous la protection du gouvernement, en raison de leur inscription sur la liste de l'héritage mondial. Un belvédère a été aménagé afin de profiter pleinement de la beauté des 1000 hectares de rizières en terrasse. Ces vastes rizières, avec les forêts, les montagnes et les nuages, composent une immense et belle peinture naturelle.等一下上来看看，有时间的话我停一下嘛。哎。Pour laver les légumes. Le point de vue là. Ouais.
À Yuanyang, on repique au mois de mai, on récolte en septembre, on arrose les rizières à partir de décembre. Donc la meilleure saison pour les photographes se situe entre octobre et mars, surtout en février, lorsque les montagnes sont couvertes de fleurs multicolores. Mais il faut bien se couvrir à cause des grandes différences de température entre le matin et le soir. La résidence de la famille Zhang est située au cœur du village de Tuanshan, à environ 15 km à l'ouest de Jiangsu. Ce village semble avoir échappé à la modernité. Au détour du dédale des ruelles, on découvre des vieilles demeures et des cours carrées datant de la fin du XIXe siècle. La plus remarquable est la résidence de la famille Zhang, qui appartenait à un riche marchand ayant fait fortune dans le sel. Il est possible de boire un thé au cœur de la résidence. L'accueil est chaleureux et l'endroit est particulièrement paisible. Les frontons des maisons sont en bois gravé, où sont dessinés à l'encre de Chine des animaux fantastiques tels des dragons, des lions, des phénix, mais aussi des fleurs et des silhouettes. Dans les petites ruelles du village, on aperçoit sur certaines demeures des détails architecturaux plus ou moins bien conservés. On peut visiter les maisons anciennes où vivent encore quelques locaux, dont quelques descendants de la famille Zhang.
Sur la route du retour, un arrêt s'impose au pont du Double Dragon, bâti au XVIIIe siècle. Construite durant les dernières années de la dynastie Qing, à la fin du XIXe, la résidence de la famille Zhou est l'une des mieux conservées de tout le sud Yunnan. Cette demeure grandiose s'étend sur 2 hectares. Il y a plus de 40 cours intérieurs, de nombreux pavillons et jardins. À l'intérieur des jardins se trouve notamment le théâtre sur l'eau, petit pavillon au-dessus de l'eau où se jouaient autrefois des scènes de l'opéra chinois. Ces jardins sont un lieu idéal pour se relaxer et admirer les détails de la décoration et de l'architecture chinoise. Les portes sont superbement travaillées, dans des bois précieux et recouverts d'or. Les estampes et les calligraphies ont été en partie restaurées, et le mobilier est de fin XIXe siècle. Dans un pavillon de la résidence est expliquée l'histoire de la famille Zhou et leur fin tragique. Les 2 frères Zhou, originaires du Hunan, devinrent très riches dans le commerce et l'industrie. Ils mirent 30 ans à bâtir et embellir leur résidence. En 1916, lorsque la ville tomba aux mains de l'armée, ils durent tout abandonner et fuir. Ils furent pris, emprisonnés et décapités. Une partie des jardins a été aménagée en hôtel. Les chambres sont soigneusement décorées et très confortables. L'aménagement est traditionnel pour garder l'authenticité des lieux. Une étape à ne pas manquer.
Le temple de Confucius à Jiangsu fut construit sur Ziyuan pendant l'occupation mongole en 1285 après Jésus-Christ. Les Yuan y exilèrent en effet la famille impériale pour s'assurer qu'ils ne trouveraient pas leur règne. Pour les membres de la famille impériale, lettrés et cultivés, le temple de Confucius représentait un moyen de conserver leur identité face à l'occupant. Le temple, agrandi plusieurs fois, occupe une superficie de 8 hectares. Il est le deuxième plus grand lieu dédié à Confucius en Chine. On compte 31 pavillons dans l'enceinte du temple. Le principal et le plus beau de tous est le pavillon de Daché. Mais ce qu'il y a de plus beau dans le temple, ce sont les différents portiques, en particulier le portique de Lingting, dont les colonnes sont coiffées d'un porcelaine renversé, et surtout le portique de Sun Tzu, qui domine un étang. Les 4 piliers de ce portique portent des sculptures d'animaux mythiques ou fameux, un dragon, une licorne, un lion, un éléphant. L'ensemble donne un sentiment de perfection. Mais ce qu'il y a de plus beau dans le temple, ce sont les différents portiques, en particulier le portique de Lingting, dont les colonnes sont coiffées d'un porcelaine renversé, et surtout le portique de Sun Tzu, qui domine un étang. Les 4 piliers de ce portique portent des sculptures d'animaux mythiques ou fameux, un dragon, une licorne, un lion, un éléphant. L'ensemble donne un sentiment de perfection. Ce temple est donc un symbole de résistance. Si la Chine et le Yunnan avaient été conquis par la force, ils pouvaient résister par la science et l'esprit, dans le plus pur style de la tradition confucéenne. Situé à quelques kilomètres de Shangri-La, le monastère de Songzhanlin a été érigé en 1679, sur un emplacement choisi par divination par le Dalai Lama de Lhasa, situé à plus de 2000 km. Enserré derrière de hautes murailles, souvenir d'un banditisme pas très lointain, c'est un curieux assemblage de bâtiments, dominé par 3 imposantes bâtisses au toit en cuivre doré. 108 colonnes soutiennent le bâtiment, un chiffre de bon augure dans le bouddhisme. Les salles sont magnifiques, avec les fresques évoquant les contes et légendes bouddhistes. À son apogée, le monastère comptait 3000 moines. Aujourd'hui, ils sont encore 700, qui malgré le flot des touristes vaquent à leur occupation, prières, corvées, voire jeux, sport et même Internet. Chaque année, le festival Gedong est célébré ici par les Tibétains. Les croyants qui viennent ici pour prier frappent avec leurs genoux et leur front le sol à chaque étape. Si comme nous, une guide tibétaine vous accompagne, elle vous invitera peut-être dans sa famille. 80% des habitants de la région sont de la minorité tibétaine.
une adorable vieille dame vous fera visiter sa maison tout de bois construite. Un grand moment de convivialité. À Shangri-La, ou plutôt Zhonglian, son nom d'origine, nous découvrons un autre monde. La culture tibétaine et le bouddhisme sont présents partout, comme ce moulin à prière au centre de la vieille ville. Les touristes sont nombreux, comme le prouvent les boutiques qui jalonnent les rues pavées. Dominant les maisons, un grandiose moulin doré attire l'œil. Un escalier bien raide permet d'accéder à un petit temple. Les bouddhistes en font d'abord le tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Ensuite, le rituel demande de faire tourner le moulin à prière. La vue depuis cette colline permet d'appréhender la ville et de repérer une place où règne toutes les fins d'après-midi une grande activité. On danse. La région est riche en herbes médicinales et champignons d'hiver, dont le réputé et très cher matsutake, dont toute la production est achetée par les Japonais. Très apprécié en cuisine, il est aussi censé protéger du cancer. Les restaurants proposent des plats locaux à base de yak et d'orge. Touristes chinois et étrangers se mêlent aux Tibétaines portant jupe et casquette bleue, dans une roue pleine de gaieté.
petit bourg de Tongli se situe à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Suzhou. Baigné par l'eau sur ses 4 côtés, le bourg s'incruste au sein de 5 lacs, 15 canaux le sillonnent. Son histoire remonte à la dynastie des Song, il y a plus de 1000 ans. Selon les archives du bourg, sous les deux époques Ming et Qing, soit entre 1271 et 1911, on a construit 38 grandes résidences avec jardin et 47 temples bouddhiques et taoïstes. L'architecture traditionnelle des maisons et les ruelles pavées procurent beaucoup de charme vif. Les habitations populaires de Tongli sont véritablement originales avec leurs toits relevés et leurs portes de briques sculptées. Tous les bâtiments se dressent au bord de l'eau. Les barques qui parcourent les canaux renforcent l'impression de visiter une Venise chinoise, malgré la présence de cormorans, aide précieuse pour les pêcheurs des côtes.老板，哎，油碟一堆啊！哦，不知道啊。啊。
étonnant. Au centre du bourg, un musée retrace les coutumes sexuelles dans la Chine ancienne. 15 000 pièces, dont certaines impressionnantes. Le petit bourg de Tongli se situe à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Suzhou. Il cache derrière ses murs une merveille, le jardin Tuizi. L'origine des jardins classiques chinoises remonte au VIe siècle avant notre ère. Mais c'est durant les deux dernières dynasties, Ming et Qing, de 1271 à 1911, que leurs constructions se multiplient, profitant de la prospérité de la région de Suzhou. Au cours de son évolution, le paysagisme chinois se divise en deux écoles, des jardins impériaux, principalement à Pékin et en Chine du Nord, et celle des jardins privés. Les jardins impériaux sont marqués par la grandeur, la régularité et l'élégance. Les jardins privés se distinguent par leur modeste taille, leur liberté, leur ingéniosité et leur grâce. Eau, pierre, arbres, bonsaï se partagent l'espace, désorientant un peu les visiteurs occidentaux par l'absence de fleurs. Propriété de hauts fonctionnaires impériaux ou de riches marchands, ce sont des havres de paix entourés de murs au milieu du tumulte de la ville. Cette structure architecturale est due à la volonté de créer dans les villes très peuplées et dépourvues de paysages naturels un milieu habitable en parfaite harmonie avec la nature. Un grand lac, proche de la ville, offre des paysages libres de toute pollution. Le climat est rude à plus de 3000 mètres. Il peut neiger en août et les pluies sont fréquentes toute l'année. Sur une petite colline, un stupa tout blanc et des femmes de la minorité tibétaine. On hésite à monter les déranger, mais leur accueil est des plus chaleureux. Elles sont là, avec les enfants à papoter, mais ne sont pas inactives. Elles tissent la laine des yaks et d'autres brodent. Tout cela avec le sourire et dans une grande sérénité.
À 1 heure de bus de la gare de Vuxi, dans un site grandiose, se trouve le grand Bouddha de Lingzhan. Construit en 1996 sur les bords du lac Té, cette magnifique statue de bronze s'élève avec son poids de 700 tonnes à 88 mètres de haut, ce qui en fait un des plus grands Bouddhas du monde. Les mauvais langues vous soutiendront que le gouvernement chinois voulait créer un contrepoids bouddhiste à l'influence du Dalai Lama. Le site est vraiment impressionnant. Situé en pleine nature, même si vous n'êtes pas un adepte du bouddhisme, vous ressentirez une certaine communion entre la nature et votre esprit. Si vous résidez à Shanghai, l'escapade se fait en une journée. Il suffit de prendre le TGV chinois pour quelques euros. La statue se tient à l'extrémité d'un grand boulevard, où on peut admirer un pilier en bronze massif surmonté d'un énorme bougeon de lotus. L'axe de la colonne est sculpté, des têtes de lion et des symboles bouddhistes. 4 fois par jour, la feuille de bougeon s'ouvre lentement pour découvrir un bébé Bouddha qui tourne lentement. Les statues du dragon deviennent des fontaines. Le lotus est un symbole traditionnel du bouddhisme puisqu'elle est blanche et pure, en dépit de la croix. Comme les humains qui peuvent atteindre la perfection en dépit des vicissitudes de monde. Plus loin, on admire une énorme pomme en bronze, mesurant 12 mètres, la plus grande main en bronze de Chine.
Pied du Grand Bouddha, on a construit le palais Fangon, à mi-chemin entre une cathédrale et un casino de Las Vegas. Magnifiquement construit, rutilant de marbre, on y trouve un mélange de lieux de prière, de restauration, de boutiques et surtout une grande salle de spectacle à 360 degrés, où pendant une demi-heure, on assiste à une représentation superbe, il faut le reconnaître, de la vie du prince Shakyamuni, devenu Bouddha. Universellement reconnu comme étant l'un des sites les plus visités et appréciés de Chine, les 9 jardins de la ville historique de Suzhou forment un exemple remarquable du paysagisme classique chinois. Le jardin du maître du filet est l'un des plus petits de la ville, mais sans doute le plus beau. Aménagé entre le XIe et le XIXe siècle et semblable à des paysages en miniature, il représente par leur conception l'importance abstraite de la beauté naturelle dans la culture chinoise. Les jardins regorgent de pavillons, de petits bosquets de bambous, de bassins, de lacs, de bancs et même de maisons de thé propices à la méditation et à la relaxation. Les riches propriétaires aimaient recevoir les artistes, calligraphes, peintres, côtoyer les musiciens, les chanteurs et les poètes. Attendaient la nuit pour profiter des représentations culturelles et vont se sentir un peu maîtres des lieux. Hauts dignitaires impériaux, riches marchands de la Venise chinoise, comme l'avait baptisé Marco Polo.
要不要拉一把？吸引这样，吸这些东西可能做点听得少。然后好了。Les jardins classiques de Suzhou sont un chef-d'œuvre du dessin paysager chinois dans lequel l'art, la nature et les idées se sont intégrés harmonieusement en créant un ensemble d'une grande beauté et d'une harmonie pleine de paix.